Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième conférence pour cette 10e édition des Estivales de la permaculture. Alors je vais faire le petit laïus habituel qui prend d'autant plus sens qu'on a pris la pluie et que mathématiquement ça signifie qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc le festival est en participation libre et consciente. Merci de soutenir la cause parce que j'ai peur qu'on ait pris l'eau physiquement, mais économiquement je commence à m'inquiéter un petit peu. Voilà, donc merci de jouer le jeu. Alors, nous sommes absolument ravis de recevoir parmi nous Sébastien Moreau. Sébastien était venu en 2018 lorsque nous avions fait l'édition consacrée aux animaux. Et quand il s'est agi de puiser un peu dans les conférences de manière parce que pour cette idée de célébration, on s'était dit que l'idée serait intéressante de faire revenir des gens qui avaient marqué le festival de par leur interprétation, de par leur concert, de par leurs conférences. Et pour être tout à fait honnête, celle de Sébastien m'a semblé être une évidence absolue parce qu'il avait marqué les esprits. Beaucoup de gens étaient aussi très peinés d'avoir raté cette conférence. Et voilà, Sébastien est vulgarisateur scientifique. Je vous recommande vraiment très grandement d'aller suivre sa chaîne YouTube qui est absolument incroyable, qui s'appelle Cervelle d'Oiseau. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a un site internet qui s'appelle Cervelle d'Oiseau, très bien construit. Et quant aux ouvrages, il y a 2 ouvrages de Sébastien qui sont disponibles à la librairie Libertalia, qui est située en contrebas, après le four à pizza. Alors, petite information, il n'y a que 5 ouvrages sur les poissons. Mon petit doigt me dit qu'ils vont partir très vite, et mon petit doigt me dit que vous aurez peut-être la chance de vous le faire dédicacé par Sébastien. Alors, ce sont les aléas d'un festival se déroulant sous la pluie. Eduardo en main d'argent, elle est pas mal, celle-là, on va la garder, va nous régler le problème dans les plus brefs délais, nous l'espérons. C'est notre 2e coupure d'électricité de la journée. On va croiser les doigts. Sébastien, tu veux meubler? C'est revenu. Ah, c'est revenu. 1, 2, 1, 2. Ah non. Non. Je pense pas faire du bruit. Voilà. Alors, j'ai fait une présentation rapide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, en fait, sur ton travail, sur tes publications? Ah oui, ou si tu veux, je peux commencer à raconter la couche ou si tu veux, sur le PowerPoint, on verra s'il revient. Alors, vous n'avez pas le plan, donc non, ça revient pas. Bah, merci déjà à tout le monde, aux orgas, toi, Christophe, et bon anniversaire. Merci. De m'avoir fait venir. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va pas mal parler de poissons pour... Comme tu veux, oui, je vais le présenter vite fait. Donc, tu as déjà fait la présentation. Le site est certes bien construit, mais il n'a pas été mis à jour depuis un an. Parce que je suis occupé à faire un bouquin sur les rats en ce moment. Donc, pour te donner une idée, moi, mon boulot, c'est d'être vulgarisateur scientifique, mais plus précisément, je fais de la synthèse scientifique. Donc, je lis beaucoup d'études très chiantes, et j'essaie de présenter ça de manière beaucoup moins chiante, je l'espère en tout cas. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui si l'électricité le permet, sinon on fera autrement. Je mimerai les poissons. Ça va être long, hein, 1 heure. Mais voilà, mais j'ai pas travaillé que sur les poissons, sachant que les poissons, ça reste quand même un des domaines que je connais le mieux. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est beaucoup de travaux qui sont pour la plupart assez récents, parce qu'il faut savoir que la recherche vraiment sur ce qui se passe dans la tête des poissons, ce sont des travaux assez récents. En réalité, quasiment 70% des publications sur ces questions-là, elles sont ultérieures à 2010. Donc avant 2010, on n'avait quasiment rien, et presque tout ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, peut-être, ça vient de 2010 jusqu'à... Ça a l'air bien. Ça vient de 2010 jusqu'à 2025 même, parce que j'en ai des récentes dedans. On est de retour, non ça, si. J'ai l'impression que On est de retour. Ouais. On est de retour, très bien. Et du coup, je suis assez vexé que ma conférence t'ait autant marqué alors que tu as oublié mon concert. Alors, ça va se rallumer, vous allez pouvoir voir le plan de la journée. Ah, on vous a pas prévenu. Non, parce que pour être tout à fait honnête, je donne des cours à l'école vétérinaire sur la question des poissons et j'ai 7h30 de cours... Donc je peux tenir, hein. Si vous cherchez la merde, on peut tenir. Et donc tout d'abord, on va voir assez brièvement, parce qu'on a démarré un peu en retard, qu'est-ce qu'un poisson, qu'est-ce que ça signifie ce mot poisson. Ensuite, on viendra un petit peu parler de leur fonctionnement social, qui est souvent assez différent de l'image qu'on peut en avoir. Ensuite, une tête bien pleine, on va voir les études dans ce qu'on appelle la cognition, l'intelligence des poissons.
leur capacité d'apprentissage, de repérage spatial, tout ça. Ensuite, on verra celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est le labre nettoyeur. Il y a un truc qui ne marche pas dans mon plan. Ce poisson, qui aujourd'hui est en train de réussir des tests que les primates n'arrivent pas à passer. Donc ce poisson, on va en parler tout à l'heure, il est en train de foutre une merde dans le milieu de la recherche en ce moment, c'est assez terrible. Ensuite, on viendra parler de la question des émotions chez les poissons. Et ensuite, on fera une conclusion, parce que sinon ça aurait été bizarre, ça aurait été rapide. Oui, il n'y a pas des raisons à tout. Okay, alors, qu'est-ce qu'un poisson? Est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner un critère qui permettrait d'être sûr et certain que ce à quoi on a affaire, c'est un poisson? Vertébré. Vertébré. Eh bien, je te présente un dauphin qui est un vertébré, qui n'est pas un poisson. Des branchies. Je vous présente un nudibranche qui est un ver plat, qui a des branchies et qui n'a pas de... Et lui aussi d'ailleurs a des branchies. Des écailles. Les poissons mandarins sont dépourvus d'écailles, les poissons-chats sont dépourvus d'écailles. Ils vivent dans l'eau. Est-ce que j'en ai ici qui vivent? Alors, pour y vivre dans l'eau, j'imagine qu'ils respirent dans l'eau. Non, c'est lui, ce poisson-là est obligé de remonter à la surface pour respirer. Et vous avez des poissons qui sont un peu à cheval entre les deux. Par exemple, les anguilles électriques, elles ont besoin aussi par moment de remonter. En fait, souvent les poissons des mangroves, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, donc ils alternent entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des explorateurs qui marchaient fréquemment sur les anguilles électriques et qui les ont découvertes de manière assez brutale, justement parce qu'elles pioncent à l'extérieur, en fait, elles pioncent dehors. Des nageoires, comme on en trouve ici par exemple, ou comme on en trouve là par exemple. Ce sont des animaux qui ne sont donc pas des poissons. Bah, en réalité, vous commencez à mettre le doigt dessus, ça ne correspond à rien, le terme de poisson. Le terme de poisson, c'est un terme qu'on emploie dans le langage commun, mais en réalité, il y a une telle diversité que le terme poisson, c'est soit ça englobe rien, soit ça nous englobe nous aussi. C'est-à-dire qu'en général, en science, quand on fait une classification, on prend le plus ancien ancêtre, on va dire, et ensuite tous les descendants. Or, il s'avère que vous avez des poissons, par exemple, les cartilagineux. Donc ces poissons-là, les requins, les raies, tout ça, c'est des poissons cartilagineux, donc des squelettes cartilagineux. Par rapport aux poissons à squelette osseux, ils se sont séparés dans l'évolution des espèces plus tôt que eux ne se sont séparés de nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un thon est plus proche évolutivement de nous qu'il ne l'est du requin. Pour vous donner une idée. Et on parle d'animaux qui ont une diversité gigantesque. Deux têtes, parce que je n'ai pas regardé les chiffres, mais je crois que les mammifères, c'est entre 5 et 6 000 espèces. Les oiseaux, c'est aux alentours de 10 000 espèces. Les poissons, on estime approximativement entre 33 et 36 000 espèces selon les différents auteurs et autrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une plus grande diversité d'espèces de poissons que vous en avez de vertébrés terrestres, toutes espèces confondues. Et en plus, si on y réfléchit, dans l'eau, vous avez également une énorme richesse d'habitat. Vous avez les mangroves, vous avez les lacs, vous avez les rivières, vous avez la mer, les océans qui ont différents niveaux de profondeur avec différents habitats. Bref, on va retrouver la même chose aussi dans les sens des poissons. Par exemple, vous avez la plus grande diversité d'appareils auditifs qui existent, c'est chez les poissons quasiment. La plus grande diversité d'appareils olfactifs, c'est chez les poissons. Vous avez vraiment énormément de différences, et puis vous allez avoir par exemple des animaux qui vont vivre 2 mois, 1 mois. À côté de ça, vous avez le requin du Groenland qui peut dépasser, on suppose, 400 ans. Vous avez un requin du Groenland, aujourd'hui vous avez des requins du Groenland qui sont en train de nager, qui étaient déjà là quand Napoléon faisait ses conquêtes, qui étaient probablement, peut-être pour certains d'entre eux, là quand Louis XVI s'est fait décapiter. Donc c'est vraiment des animaux qui peuvent vivre très longtemps. Vous avez des poissons qui sont minuscules, qui font quelques millimètres. Vous avez des poissons comme le requin-baleine qui peuvent monter à la taille d'un autobus. Vous avez des poissons qui peuvent faire de l'électricité, percevoir de l'électricité. Vous en avez qui peuvent goûter à distance. Enfin, vous avez vraiment tout chez les poissons, absolument tout. Et vous avez même tout aussi au niveau, par exemple, des systèmes reproducteurs. C'est-à-dire que vous avez des poissons qui vont être ovipares, qui font des œufs. Vous en avez des ovovivipares qui font des œufs en interne, mais qui éclosent à l'intérieur. Vous avez des vivipares purs. Alors il y en a très peu, il n'y a qu'une espèce, je crois, mais qui est full vivipare, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment des petits qui naissent directement, et encore si on fait rentrer les requins. Vous allez avoir aussi même des animaux, c'est encore plus compliqué, parce qu'ils peuvent changer de sexe à volonté.
C'est-à-dire que vous avez beaucoup de poissons qui naissent d'un sexe et qui, à l'âge adulte ou à partir d'une certaine taille, vont changer de sexe. Par exemple, dans le monde de Nemo, quand la maman de Nemo disparaît, le papa de Nemo fait non, il faut qu'on la trouve. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, le papa de Nemo devrait se transformer en la maman de Nemo. Parce que chez les poissons clowns, c'est que des mâles avec une femelle. Et donc, par exemple, sur le labre nettoyeur dont on va parler tout à l'heure, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que les femelles atteignent un certain stade de taille, elles se transforment en mâles. Ce qui fait que les mâles doivent faire la police, le mâle du groupe doit faire la police pour que la femelle la plus grosse ne mange pas trop. Pour pas qu'elle devienne un autre mâle. Et vous en avez qui peuvent changer de sexe, revenir en arrière, vous en avez qui sont hermaphrodites permanents, c'est-à-dire les deux en même temps. Bref, on va commencer par une petite vidéo pour vous montrer justement cette immense diversité qu'on peut rencontrer. Et évidemment, tout ce que j'expliquerai aujourd'hui ne sera pas valable pour tous les poissons, mais à chaque fois que pour l'espèce dont on est en train de parler. Si vous tendez bien l'oreille, il y a de la musique. La plupart des vidéos ont été honteusement volées à Blue Planet 2 de la BBC. Je recommande très fort, des images incroyables. Oui, il existe des poissons qui chassent les oiseaux. Alors ça, on en reparlera. Chasse coopérative entre espèces. Donc voilà, les anguilles électriques par moment arrêtent de fonctionner et c'est un véritable problème. Très bien, voilà. Il y avait des poissons. C'est dommage, il y avait un requin du Groenland qui arrivait une seconde après. Est-ce que je peux commencer sans... Ouais, allez, je peux commencer. Et ben vous n'aurez pas la fin de la vidéo, on a démarré en retard. C'est pas grave. Alors, on va attaquer sur leur fonctionnement social. Alors ce que vous ne voyez pas à l'écran, ici... Ah non, attends, l'image elle a changé, c'est là. C'est là. Donc tout d'abord, on va parler donc, du fonctionnement de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'assez récemment, on a commencé à développer une adaptation pour les poissons des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un animal, on regarde avec des caméras et tout, où est-ce qu'on le retrouve dans un certain endroit, et avec quel autre individu on le revoit fréquemment. Et il s'avère qu'on s'aperçoit qu'il y a des relations qui se créent entre différents individus et également différentes communautés. Et grâce à ça, alors là vous ne pouvez pas le voir malheureusement, est-ce que je peux le mettre en zoom, vous montrer de loin? Non, je ne peux pas. Ils ont observé à Trinidad et Tobago une population de guppies. Donc les guppies, c'est vraiment les petits poissons que vous voyez dans la plupart des aquariums, c'est vraiment un truc d'aquariophile. Et en gros, il y avait deux espèces de petites étendues d'eau. Une étendue... C'est bon? Ouais, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans l'eau, si on les trouve, ça va continuer à sauter, donc je vais continuer à les chercher. Ok. Bonne conférence. C'est-à-dire que tu as réussi à relancer? Ah oui, tu as réussi à relancer. Ouais, Ok, ouais. ça revient, vous n'allez pas voir le réseau social. Et donc, en gros, ce qu'ils ont observé, c'est que chez les guppies, il y avait des individus qu'on retrouvait tout le temps ensemble, d'autres qu'on retrouvait également tout le temps ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est avéré qu'il y avait 4 communautés qui habitaient dans cette zone-là. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, dans ce que vous allez voir, les carrés de mémoire, c'est les femelles et les ronds, c'est les mâles. Voilà, ici. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un réseau social, c'est-à-dire que vous avez deux mares qui sont liées l'une à l'autre. Et là, vous avez la communauté orange, la communauté bleue, la communauté verte et jaune, et ces poissons sont systématiquement vus ensemble. Quand il y a un trait, c'est que les poissons ont interagi. Et chez les guppies, on observe aussi qu'ils ont des zones sociales à l'intérieur de leur point d'eau. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15% de la zone qui regroupe la quasi-totalité des poissons à un instant donné. Et pendant très longtemps, on a pensé que les requins étaient des animaux solitaires, et il s'avère qu'on a découvert également des réseaux sociaux chez les requins. C'est très récent comme travaux, c'est l'année 2020. Et c'était la première fois qu'on observait des réseaux sociaux chez les requins qui duraient pendant plus de 4 ans.
Et on sait que selon les espèces, ce n'est pas des relations qui se font de manière aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, chez les épinoches, qui ressemblent un petit peu aux guppies, on sait que les poissons vont avoir tendance à rester ensemble parce qu'ils ont des occupations similaires, parce qu'ils ont des façons de se comporter et des types de personnalités similaires. Alors, si je parle de personnalité, ça risque de surprendre, mais en fait, il ne faut pas être surpris par ça. Les personnalités, ça existe partout dans le règne animal. Et en fait, c'est nécessaire pour toutes les espèces sociales. Parce que s'il n'y avait pas de personnalité et que tous les individus sont des copier-coller les uns des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas de difficulté, personne n'est capable de la surmonter. Alors que si vous avez des individus plus courageux, moins courageux, plus flexibles, plus aventuriers, etc., ben en fait, vous aurez une plus grande variété de solutions par rapport à une situation et vous avez plus de chances que la société s'en sorte. Donc en fait, vous trouvez des personnalités jusque chez les fourmis. Vous avez vraiment des trucs assez marqués là-dessus. Et donc, on a, sur ce type de société, ce qu'on appelle des sociétés en fission-fusion. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement social type chez la plupart des espèces. C'est-à-dire qu'une grande partie des mammifères fonctionnent comme ça. Les vaches fonctionnent comme ça, les chèvres fonctionnent comme ça, les cachalots fonctionnent comme ça, les girafes fonctionnent comme ça. En gros, c'est des sociétés où le groupe va se réunir à des moments clés. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde dort ensemble. Et dans la journée, c'est des petits groupes familiaux qui vont se séparer et qui vont aller faire leurs activités. C'est un peu ce qu'on observe aussi chez les guppies, pour le coup. Bonjour. Oh, l'ordi, il n'a pas aimé l'aller-retour, là. Ok. Ah, cette journée. Putain, mais c'est pas possible. Attendez, je le remets. Ah bah oui, évidemment que c'est bon, je viens de couper. Ok. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer les relations que peuvent avoir les animaux entre eux, les poissons entre eux. Donc ça, ce sont des poissons cigans, et ce sont des poissons qui vivent en paire. Donc, ça peut être un couple, un mâle, une femelle, mais pas nécessairement. Ça peut être deux mâles, deux femelles, surtout chez les plus jeunes. Et les scientifiques, donc notamment ces deux scientifiques-là, Brandel et Bellwood, ils ont observé que ces poissons, quand ils mangent, donc c'est les poissons herbivores qui vont manger des algues, ils vont rentrer dans le récif pour manger. Le truc, c'est que quand vous rentrez dans le récif, comme ça, vous voyez, sa tête, elle est complètement perdue dans le récif, il n'y a pas moyen d'assurer la sécurité. Et ils se sont rendus compte que l'autre, pendant ce temps-là, se met à 45 degrés, et en fait, observe les environs. Et s'il y a un danger, il prévient l'autre. Jusque-là, on se dit, waouh, classe. Mais, qu'est-ce qu'il a à y gagner, ce poisson? Parce que techniquement, lui, une fois qu'il a mangé, bah, il peut se barrer. Il a eu ce qu'il voulait, il n'a aucune raison de remonter, de se remettre à assurer la sécurité. Donc ça veut dire que lui, il est obligé d'investir de la confiance dans l'autre en espérant que l'autre lui rende l'appareil. C'est ce qu'on appelle de l'altruisme réciproque, chose qui a été assez peu observée chez les animaux. Or, voilà ce qu'ils ont filmé. Je ne sais pas si on les voit bien, vous avez les deux qui sont là, vous en avez un qui commence à manger, l'autre monte la garde. Et une fois que le premier a fini de manger, vous allez voir ce qu'il fait. Il termine, position à 45 degrés, il informe l'autre que c'est bon, et l'autre il va. On a une vraie organisation comme ça, où les animaux sont obligés de se faire confiance mutuellement. Et vous allez voir que c'est efficace, puisque le coup d'après, on aura un prédateur. Et une fois passé, tout le monde ressort, et on reprend comme si de rien n'était. Donc, en fait, on a souvent tendance, quand on voit des poissons dans des aquariums, à se dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. On les regarde, bon, bah, ils font pas énormément de trucs, mais pour une bonne raison, c'est que le milieu de l'aquarium, c'est un milieu extrêmement appauvri. Mais si on avait l'occasion de les voir dans leur milieu sauvage, la vie des poissons est extrêmement complexe. Une des preuves les plus impressionnantes, c'est ce qui a été découvert par Alexander Weil, mais également notamment Redouane Chari de l'université de Neuchâtel en Suisse, qui est aussi le gars qui a travaillé sur le labre dont on parlera après, c'est ce phénomène-là. Ce phénomène-là, il est exceptionnel. Vous avez ici un méron, ici une murène. Ce sont deux animaux profondément différents. Ça, c'est un chasseur diurne. Ce poisson, il est beaucoup plus grand que cette table. C'est un colosse. Et c'est une Formule 1. C'est un poisson qui est extrêmement véloce. À côté, là, vous avez un poisson qui n'est pas très rapide, mais dont le corps permet de rentrer assez facilement dans les récifs coralliens. Et c'est un chasseur nocturne. Donc normalement, il ne chasse pas au même moment. Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, le mérou, quand il va chasser une proie, et que la proie se cache dans le récif, le mérou ne peut pas y accéder, parce qu'il est trop gros pour entrer dans le récif. Et bien à ce moment-là, il va chercher des murènes dans le coin,
Et il a développé une communication qu'on va voir ensuite entre espèces, c'est-à-dire qu'il va vibrer de la tête juste au-dessus de la murène pour l'appeler à venir chasser avec lui. Et à ce moment-là, il va aller vers le trou où la proie est rentrée et il va pointer avec le nez pour indiquer où la proie est rentrée. Et à ce moment-là, la murène va rentrer dedans et va le chercher. Il n'y aura pas de partage, c'est soit la murène chope la proie à l'intérieur du récif, soit la proie s'enfuit et elle a une Formule 1 avec des dents acérées qui est en train de l'attendre dehors. Et jamais elle la battra à la course. Ça, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, ou quasiment pas, sur le monde aérien, chez nous, sur Terre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est très rare. Il y a très, très peu d'espèces qui chassent entre espèces différentes en collaboration. Donc là, vous allez voir, alors c'est des vidéos d'assez mauvaise qualité, parce qu'elles commencent à remonter un peu, mais j'en aurai des meilleures après. Donc là, vous avez la murène, le mérou est en train de l'appeler. Vous voyez, là, cette vibration-là. Et ce qui est très impressionnant, c'est que le fait qu'il pointe avec le nez, pendant longtemps, on a pensé que les animaux ne pouvaient communiquer que des émotions. C'est-à-dire c'est juste des cris qui transmettaient des émotions, mais il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas d'information à l'intérieur. Or, le fait d'observer le mérou pointer à un endroit précis signifie qu'il présente quelque chose qui est hors de lui. C'est pas une émotion qu'il présente. Il est en train de dire, elle est rentrée là, la proie. C'est ce qu'on appelle un signal référentiel qui fait référence à quelque chose, et ça fait partie des très rares signaux référentiels. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça fait partie des très rares signaux référentiels qu'on a observés dans le règne animal. Il faut vraiment réaliser que vous avez un animal qui a développé une communication avec quelque chose d'autre espèce. C'est un peu comme si vous avez un chien qui apprenait à communiquer avec une girafe. C'est vraiment ce niveau-là de truc. Et ce qui a été montré aussi, bon je vous l'ai pas, c'est une vidéo d'étude qui est pas folle, mais ils ont montré en fait qu'ils ne prennent pas n'importe quelle murène. C'est-à-dire qu'ils connaissent les murènes du coin et ils ne vont sélectionner que les plus efficaces. Celles qui ont été nulles les coups d'avant, ils lâchent l'affaire. Et donc c'était ça, c'était un test qui est pas très glamour parce qu'ils ont fait des fausses murènes en plastique. Enfin bref, en gros ce qu'ils ont fait sur cette étude-là, c'est que donc là c'est un faux récif corallien, là c'est une fausse murène et en gros il y a une proie là, le mérou se rend compte il est là, se rend compte qu'il peut pas accéder à la proie, du coup il faut qu'il aille chercher la murène, etc., etc. Et ils ont fait des fausses murènes qui étaient nulles. Et on se rend compte que le mérou au bout d'un moment ne sélectionne que les murènes efficaces et pas les murènes nulles. Et ce protocole est une réadaptation d'un protocole qui a été fait chez les chimpanzés. Et en fait, les mérous utilisent les mêmes stratégies que les chimpanzés pour choisir leur partenaire de chasse. Je voulais pas la vidéo nulle. Mais encore plus dingue, entre-temps, on a observé ça. En fait, on savait qu'ils chassaient avec d'autres espèces que des murènes. Mais là, on est vraiment dans un cas où il va chasser avec un invertébré. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur Terre, entre guillemets. Des espèces aussi différentes évolutivement, c'est l'équivalent de chasser avec un insecte pour nous, quoi. Non pas... ouais, je vais pas dénigrer la cognition des insectes, parce qu'en l'occurrence, il y a des trucs classes. Et donc là, vous avez vraiment... Le mérou est en train de pointer, le poulpe y va, le poulpe fait ce qu'on appelle le web over, c'est-à-dire mettre son manteau par-dessus, et ensuite avec les bras, il gratouille dessous pour essayer de faire sortir la proie. Donc là par exemple, c'est le mérou qui va gagner. Voilà, la proie a réussi à s'enfuir, sauf que bah voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle ça nage un mérou. Mais le fait de voir deux animaux aussi différents en train de chasser ensemble, c'est exceptionnel. Non, il n'y a pas de partage. C'est l'un ou l'autre qui attrape. Et cet observatoire, ça c'est de la science-fiction. C'est vraiment complètement dingue. Cette image est folle. Et les scientifiques ont découvert autre chose depuis. C'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que souvent, on observait le mérou, on observait une pieuvre, mais on observait aussi des rougets autour. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas juste le mérou et la pieuvre qui chassaient, même si ça arrive. Souvent, ça va être à l'initiative du mérou dans ce cas-là. Mais visiblement, il y avait un système beaucoup plus complexe à l'œuvre. Et notamment, la toute première observation, ils se sont rendus compte que les poulpes balançaient des coups de poing aux poissons. Donc là, vous la voyez avec ses rougets autour. Et si c'est la bonne vidéo, je ne sais jamais si je les ai mis dans l'ordre. C'est pas la bonne. C'est celle-là. Voilà, boum.
une chiche. Et en fait, pendant longtemps, on ne comprenait pas comment ça marchait, pourquoi elle foutait des mandales aux poissons. Ils disaient, bon, bah, peut-être que c'est juste un animal qui est un connard. Mais en fait, non, pas du tout. Je vous laisse profiter du bullying des céphalopodes. Donc vraiment, ça a été un grand doute. J'avais même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur cette étude-là, en disant, à l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Depuis, ça a été élucidé en partie. Depuis, on a commencé à comprendre comment ça marche et pourquoi ils font ça. En réalité, on a un groupe social assez complexe qui est composé donc de tous ces individus-là. Or, il s'avère que les mérous sont des chasseurs en embuscade. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des chasseurs qui attendent. Et contrairement aux murènes, les poulpes sont également des chasseurs en embuscade. Par conséquent, on a deux animaux assez statiques. Ce qui fait que pour trouver des nouvelles proies, c'est pas très pratique. Les rougets, au contraire, sont des animaux qui se déplacent énormément. Ce qui fait qu'en fait, le groupe est constitué de la manière suivante, c'est ce que les scientifiques ont appelé le système d'encre-traction, c'est-à-dire qu'en gros, ces animaux-là font les ancres, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent le spot sur lequel on chasse, qui reste et qui chasse, et eux sont les éclaireurs, c'est-à-dire que c'est l'attraction, c'est-à-dire qu'eux vont tourner autour pour essayer de trouver des meilleurs spots. Et s'ils trouvent un bon spot, dans ce cas-là, le reste du groupe va suivre. S'ils n'en trouvent pas, ils vont revenir vers le groupe. Ce que vous allez voir là, c'est une modélisation en 3D du fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez avoir, alors je vais le mettre en gros d'abord, ça, c'est lequel? Ça, c'est le poulpe. Ça, c'est un poisson-lion qui a un peu le même comportement que le méo. Ça, ce sont les rougets. Et donc là, vous le voyez à l'horizontale, enfin vers l'avant, sur les côtés, et puis il y a la 3D, mais on ne la voit pas là, sur ce plan. Et donc là, vous voyez que les rougets sont en train d'aller chercher à manger. Là, la pieuvre vient de s'en rendre compte, donc elle y va. Elle reste sur le spot, elle commence à chasser, le poisson-lion suit, mais on aurait le même comportement avec un mérou. Là, on a un rouget qui commence à partir un peu. Vous allez voir que les rougets vont commencer à s'éloigner un peu une fois qu'ils estiment que la zone a été utilisée. Hop, là, il trouve rien, il revient au groupe. Là, ça continue de chasser. Au fur et à mesure, voilà, le groupe de rougets commence à bouger. Pour l'instant, le poulpe n'a pas suivi. Ça y est, le poulpe suit. Vous voyez, quand le poulpe ne suit pas, ils reviennent. Systématiquement. Et en fait, on a vraiment une petite société interespèce qui se développe autour de la chasse. Et donc, la question, c'était pourquoi il met des chiches? Et bien, en fait, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils donnaient des coups de poing aux poissons qui ne partent pas chercher à manger. C'est-à-dire que les poissons statiques, type mérou, là, probablement que le poisson-lion, il a dû s'en prendre 2-3 dans les dents aussi. C'est souvent, dès que le poulpe estime a priori que les autres ne sont pas suffisamment proactifs, il leur en colle une. Donc voilà, là, on les voit en train de chasser ensemble pour le coup. Vous voyez, vous avez vraiment le poulpe, vous avez un mérou ici, un deuxième là, et vous avez les rougets à gauche. Et là, c'est quoi l'intérêt pour les rougets en fait? Pour les rougets, ils peuvent récupérer les résidus de ce que mangent les deux autres. Et on peut avoir des systèmes encore plus compliqués, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que les poissons étaient complètement bêtes, ne pouvaient pas avoir de structure sociale complexe ou quoi que ce soit. Et je vous disais que la plupart des travaux étaient extrêmement récents. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Cette observation, elle date de 1984. Donc on est loin derrière, qui a été fait sur des gorettes jaunes. Et en fait, on s'est aperçu que ces poissons possèdent des espèces de systèmes culturels qui se transmettent d'individu en individu et de génération en génération. Comment ça fonctionne? En fait, ces poissons, ils ont des spots particuliers qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours. Par exemple, l'endroit où ils vont manger, l'endroit où ils vont dormir, l'endroit où ils vont, je sais pas, faire les courses. Et donc, ce qu'on observe, c'est des poissons qui utilisent toujours les lieux de la même manière. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est soit ces poissons utilisent les lieux de cette manière-là parce qu'il n'y a pas le choix, parce que le seul supermarché il est là, parce que le seul hôtel il est là, parce que voilà. Soit c'est quelque chose qui s'est transmis au fur et à mesure. Donc pour vérifier ça, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils ont pris des nouvelles gorettes jaunes qu'ils ont intégrées à un groupe qui habitait déjà sur place. Et ils ont regardé un peu ce qu'elles faisaient. Et assez rapidement, les poissons se sont mis à suivre exactement le même trajet que les autres. Donc là, on pourrait se dire, ok, ça nous apprend que dalle en vrai. Parce que c'est pareil, si la zone elle est faite comme ça, avec des poissons qui n'en aient pas, ils feront la même chose. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré la population et ils ont mis une nouvelle population.
Et à ce moment-là, l'utilisation du territoire n'avait plus rien à voir. Ce qui prouve que ce n'était pas le territoire lui-même qui incitait à se comporter comme ça, mais c'était bien une transmission qui se faisait petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé de plus en plus chez plein d'espèces, notamment chez des espèces migratrices. Et ça a une importance capitale. Parce que, par exemple, dans beaucoup de systèmes de pêche, on pêche les gros poissons. Les poissons étant des animaux qui ont une croissance qui souvent continue pendant très longtemps. La plupart du temps, les poissons les plus gros sont les poissons les plus âgés. Les poissons les plus âgés sont les poissons qui ont la meilleure connaissance du territoire. Vous tuez ces poissons, vous pouvez détruire une colonie complète juste parce que vous avez tué le poisson qui connaissait l'endroit. C'est quelque chose qu'on a observé aussi chez les mouflons, enfin c'est quelque chose qui est très très documenté chez les animaux. Chez les animaux sociaux pour le coup. Maintenant, l'amour. Alors, l'amour évidemment c'est un peu humain comme terme, mais on a souvent tendance à penser que la reproduction chez les poissons c'est... Il y a des enfants? Non, ça a l'air d'être bon. En gros, on a longtemps pensé, enfin, pour beaucoup de gens, la reproduction chez les poissons, c'est la femelle, elle fout ses œufs par terre, le mâle, il passe par-dessus, fait et merci, au revoir, les œufs, ils se démerderont tout seuls, les petits se démerderont tout seuls, bonne vie à vous. Ben, c'est pas du tout le cas. Hein. Vous avez des poissons chez qui ça marche comme ça, mais vous en avez où les parents vont s'occuper des petits, et vous avez des parents où la relation va être extrêmement forte. Par exemple, chez beaucoup de cette famille de poissons, les Amaticlania, qui sont des poissons africains, les couples se mettent ensemble à très long terme, voire à vie. Et ils se soutiennent. Comment fonctionne cette étude? En fait, sur cette étude, ils ont pris un couple, un mâle, une femelle, et ils les ont mis dans cet aquarium. Vous avez un côté d'aquarium, on va le faire là, ça sera peut-être plus clair. Sur ce côté d'aquarium, vous avez le poisson qu'on va présenter à notre sujet. Notre sujet, c'est lui. Dans sa partie d'aquarium, il a deux petits compartiments. Un compartiment avec un rond bleu, un compartiment avec un triangle rouge. S'il rentre dans le compartiment avec le rond bleu, il reçoit à manger, et ça donne à manger au poisson qui est dans l'autre compartiment. Enfin, dans l'autre partie du bocal, pardon. S'il rentre dans le compartiment à triangle rouge, il reçoit à manger, et l'autre reçoit... Walou, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe selon les situations? Vous mettez le sujet ici, personne de l'autre côté. Le poisson sélectionne en général, je vais vous le montrer d'ailleurs, puisque j'ai les résultats. Ça, c'est la chance, c'est-à-dire si le poisson choisit aléatoirement. Ça, c'est quand il fait des choix antisociaux, c'est-à-dire juste du manger pour moi. Ça, c'est les choix prosociaux, je donne à manger à moi et à l'autre. Quand il n'y a personne, le contrôle, on est quasiment aléatoire, légèrement antisocial. Le poisson s'en fout. Quand c'est sa partenaire, on est tout en haut du prosocial. C'est-à-dire que systématiquement, le poisson va choisir à manger pour lui et à manger pour sa partenaire. Si jamais vous mettez un mâle rival, ah oui, on ne va pas nourrir un rival. Hein. Alors maintenant, compliqué. Nouvelle femelle seule. Bon, il y a une explication. Pourquoi est-ce que ce chiffre n'est pas aussi fort que là-bas, mais pourquoi il n'est pas antisocial? Parce qu'en fait, le mâle, au départ, va faire des choix antisociaux, et au fur et à mesure des essais, il va commencer à passer en choix prosociaux. On suppose peut-être qu'il estime que la relation avec sa compagne, comme ça fait longtemps qu'il n'a plus vu, c'est terminé, peut-être qu'elle est morte, peut-être que... ça va. Donc, et le truc qui est très intéressant, c'est que si vous remettez la femelle dans un compartiment juste à côté, c'est-à-dire par exemple si vous mettez la femelle, sa femelle à lui là, et que vous mettez une autre femelle là, antisocial. Encore plus que pour un mâle. Donc on a vraiment une relation, le mâle fait ce qu'on appelle donc un choix pro-social, qui favorise l'aspect social et qui va préférer nourrir sa femelle et partager la nourriture avec elle, plutôt que d'en prendre que pour sa gueule. Vous avez un autre phénomène qui est très intéressant chez les poissons combattants. Les poissons combattants, en fait, souvent, quand ils vont se battre, ils vont employer certaines techniques, notamment il y a deux trucs très très classiques, c'est des grands mouvements de nageoires et des battements d'opercules, et par moments des morsures. Ces deux trucs ont des significations légèrement différentes, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est super intéressant qu'ont découvert notamment Brody Herb, c'est que ces poissons sont soumis à l'effet d'audience. C'est-à-dire, vous avez deux mâles qui se tabassent.
Ils vont commencer à faire des trucs d'intimidation, comme les chats en fait. Hein. Ils vont grossir le dos, gonfler les opercules, gonfler les nageoires, etc. Et ils vont commencer à se mordre. Ok. S'il y a un mâle qui les observe, ils vont devenir encore plus agressifs. Peut-être pour aussi impressionner l'autre mâle. Là où le twist arrive, c'est si c'est des femelles qui regardent. Les femelles, elles aiment bien les mâles qui sont balèzes, mais elles n'aiment pas les mâles qui sont agressifs. Ah ouais, non, mais... Si vous êtes un poisson combattant, c'est tendu. Hein. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est qu'à ce moment-là, tous les comportements d'agression, les morsures, disparaissent complètement. Les battements d'opercules qui sont flippants disparaissent aussi en grande partie, et c'est les mouvements de nageoires qui prennent beaucoup plus de place parce qu'ils servent aussi à attirer les femelles. C'est pas tout. Mais déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire que les poissons ne se limitent pas à avoir des comportements stéréotypés, c'est-à-dire toujours les mêmes peu importe la situation, mais ils font en sorte de prendre en compte ce que d'autres regardent. Donc ils prennent une espèce de relation à trois partenaires. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que si jamais vous avez un poisson, disons le poisson qui a gagné, allez on va dire que c'est lui, ce poisson a gagné le combat. Ensuite vous lui présentez deux femelles, une qui a regardé le combat et une qui n'était pas là. Eh bien il va aller draguer indépendamment l'une ou l'autre. Vous me voyez venir? Si vous prenez l'autre poisson, celui qui a perdu le combat, et vous lui présentez deux femelles, une qui l'a vu perdre comme un gros loser, et l'autre qui n'a rien vu, il ne va essayer de draguer que celle qui n'a pas vu le combat. Donc c'est vraiment des phénomènes très compliqués. Tout à l'heure je parlais de poissons qui pouvaient élever les petits ensemble. Bah, typiquement ces poissons-là, les princesses du Burundi, c'est des poissons où le mâle et la femelle vont élever leurs petits ensemble, mais même des adultes qui ne se reproduisent pas cette année-là vont venir assister le couple sur son territoire, et il faut qu'ils travaillent. C'est-à-dire que s'ils ne rapportent pas à manger, s'ils n'entretiennent pas le nid, ils sont chassés par le mâle et la femelle, et si jamais ils se font chasser et qu'ils veulent revenir, il va falloir qu'ils redoublent d'efforts. C'est des tests qui ont été faits où les scientifiques prenaient l'assistant ou l'assistante, ils l'enlevaient, ils le remettaient, ils voyaient comment le couple se comportait, et ceux qui étaient enlevés et qui étaient remis ensuite, ils se faisaient péter les dents. Ah, c'est une princesse de Zambie, pardon, et pas du Burundi, my bad. Maintenant, une tête bien pleine. On va faire, alors évidemment que je ne vais pas pouvoir couvrir la totalité de ces questions-là, mais on va en voir quand même deux, trois intéressants. Alors, pareil, on a tendance à dire, oui, les poissons, ils ont une mémoire de 3 secondes, les poissons rouges. Alors, ça, en fait, tout mythe s'appuie en général sur une vérité, pas celui-là. Je ne sais pas d'où ça sort, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux, et on le sait depuis hyper longtemps, puisque, encore une fois, je disais tout à l'heure que la plupart des travaux sont ultérieurs à 2010-2020. Ça c'est le cas, c'est celle de 71, mais on en a déjà une sur la mémoire des poissons qui date de 51 du même auteur. 1951. Qu'est-ce qu'il a découvert? En fait, il s'est rendu compte, à Ron Lester, qui n'est pas lui, mais on n'a pas de photo de lui, il s'est rendu compte que ces poissons-là, en fait, c'est des poissons qui vivent dans des espèces de qualité d'eau. Vous voyez, quand la mer se retire, ils vivent dans les petites flaques dans les cailloux là. Et il s'est rendu compte que si vous embêtez ces poissons, les poissons sont capables de sauter de flaque en flaque et de retourner à la mer, exactement comme ça. Mais le truc le plus dingue, c'est qu'ils se plantent pas en fait. C'est-à-dire qu'il les regardait, il les emmerdait, allez, vas-y, saute. Et le poisson, il sautait toujours dans une flaque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas sauté dans les cailloux là, ou, enfin vraiment, c'était hyper bizarre comme truc. Donc, il a fait tout un tas de tests, notamment en prenant des poissons, en les enlevant, en les mettant dans des trucs artificiels que lui-même avait créés, ou en les déplaçant de 500 mètres, des machins comme ça. Et il s'avère que si vous les déplacez de la zone à plus de 30-40 mètres, les poissons sont plus foutus de se diriger, et d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne sautent pas. Et si vous les forcez à sauter, ils vont se casser la gueule sur les cailloux et tout. Ce qui veut dire qu'ils ne font pas comme les poissons volants. C'est pas des poissons qui sautent et en l'air font « Oh, attends, on va où ?» Non, visiblement, ils y vont de mémoire, ils savent ce qu'ils font. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'en réalité, à marée haute, les poissons passent au-dessus des cavités et ils mémorisent la topographie du sol. Et ensuite, quand la mer se retire, ils choisissent leur flaque et après, de mémoire, ils sont capables de sauter de flaque en flaque et de retourner à la mer. Juste se mettre dans leur tête aussi, c'est qu'à la première fois, ils le voient de dessus et ensuite, ils sont dedans. C'est vraiment assez fort. Et ce qu'a montré Callum Rand, qui est un des plus grands chercheurs mondiaux sur les poissons, il a montré assez récemment qu'en plus, si vous les retirez pendant 40 jours et que vous les remettez au même endroit, ils sont toujours capables de le faire comme ils l'avaient fait avant. Donc ils ont une excellente mémoire. Et lui, il travaille aussi avec des poissons rouges, et il a montré que les poissons rouges avaient au moins 1 an de mémoire à long terme. De toute façon, c'est débile. Un animal qui n'a pas de mémoire, il meurt en 20 secondes.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous souvenir d'un prédateur, d'une zone dangereuse, d'un endroit où vous avez trouvé à manger, donc il n'y a pas d'animaux qui ont 3 secondes de mémoire. Ensuite, il y a des expériences qui ont été faites sur les aptitudes numériques chez les poissons. Et sans rentrer trop loin dans le détail, mais on a notamment Christian Grillo, qui est le gros spécialiste en Italie de ces questions-là. Pour une raison inconnue, l'Italie n'arrête pas de bosser sur ces questions-là, que ce soit sur les poules. Ils ont plein de labos qui bossent sur les aptitudes numériques. Et lui a montré que les poissons pouvaient évaluer des quantités, c'est-à-dire que si vous leur dites la nourriture, elle sera là où il y a 4 petits ronds et pas là où il y en a 6, bah, les poissons seront capables d'aller sur le 4e petit rond. Très récemment, Kina Hayashi, donc en 2024, a montré qu'en fait les poissons clowns sont capables de se reconnaître par âge et par espèce légèrement variées par rapport au nombre de traits qu'ils ont en fait. Ils comptent les traits qu'il y a sur les autres. Mais l'étude la plus impressionnante, c'est celle qui a été faite par Vera Schlössel en 2022. Donc celle-ci, qui est ni plus ni moins. Oh non, je garde le secret, je le dirai après. L'étude consiste en ça. Alors, là, on va expliquer un des protocoles les plus classiques en étude du comportement animal, c'est ce qu'on appelle un match to sample, c'est-à-dire faire correspondre à l'exemple. Le truc est assez simple, imaginez un labyrinthe en Y, je vous montre un exemple à l'entrée du labyrinthe, par exemple je vous montre une photo de voiture, ensuite vous entrez dans le labyrinthe, il y a l'embranchement du Y, à gauche au fond vous voyez une autre photo de voiture, à droite vous voyez une photo de fleurs. Match to sample, en anglais, faire correspondre à l'exemple. Si vous voyez la voiture, il faut aller dans le couloir de la voiture et je vous donne une récompense. C'est une base de match to sample. C'est-à-dire que là, vous avez une raie. Donc il y avait des raies et il y avait des poissons d'eau douce, des cyclidés qui ont participé aussi. La raie va arriver devant cette plaque. On ouvre la plaque et là, elle voit un motif. Par exemple, là, il y a 2 ronds verts. Ok, elle le voit. On ouvre, elle rentre et là, elle a le choix d'aller d'un côté ou de l'autre. Ils ne sont pas verts, ils sont bleus du reste. Et là, vous êtes en train de vous dire, alors Sébastien, t'es gentil, mais là, il y en a 2 et là, il n'y en a pas 2. Oui, parce qu'on n'est pas vraiment sur un match to sample en réalité. On est sur une expérience qui est beaucoup plus compliquée où on veut voir si ces poissons sont capables d'additionner et de soustraire sur une base abstraite, c'est-à-dire une base de couleurs. En gros, si le stimulus d'entrée est bleu comme on vient de le voir, il faut ajouter une unité quand vous êtes dans le labyrinthe. C'est-à-dire que si vous avez vu 2, la bonne réponse c'est 3. Si au contraire les dessins étaient jaunes, il faut soustraire une unité et la bonne réponse c'est jaune. Eh bien il s'avère que les poissons sont capables de faire ça. Et c'est marrant parce qu'ils ne le font pas du tout pareil. On a dit tout à l'heure que les raies, c'est des cartilagineux, évolutivement, c'est très éloigné des poissons osseux. Et bien en fait, les raies et les cyclidés ne fonctionnent pas du tout pareil. C'est-à-dire que les cyclidés ont presque tous réussi la tâche, mais avec des taux de réussite 60-70%. C'était pas top. Les raies, en tant que groupe, elles ont d'autres qualités. Mais là, c'était pas fou. Mais les individus qui y arrivaient, on était à 90% de réussite. Donc c'est vraiment, moins d'individus réussissent, mais ceux qui réussissent sont exceptionnels, là où les cyclidés sont un peu plus moyens, mais touchent. C'est tout un tas de petits poissons, un peu comme les Amaticlania qu'on a vu tout à l'heure, c'est plein de petits poissons des lacs africains. En fait, il y en a, j'ai pas de nom de poisson très connu là qui appartient à cette famille. Donc. Oh là là, est-ce qu'on veut vraiment partir là-dessus? Alors, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Pour faire très schématique, plus le poisson va vivre bas dans la colonne d'eau, moins il verra de couleur, parce que la lumière n'arrive pas. Plus il sera près de la surface, plus il verra de couleur. Par exemple, les poissons vraiment proches de la surface sont des tétrachromates, c'est-à-dire qu'ils voient même plus de couleurs que nous, parce qu'ils voient l'ultraviolet. Il y a même des poissons qui ont des masques ultraviolets qui leur permettent de se reconnaître comme ça dans l'ultraviolet. Et maintenant, nous allons parler de l'utilisation d'outils chez les poissons. Pendant longtemps, on a dit oui, l'utilisation d'outils, c'est que les humains, tout ça, c'est l'exceptionnalité humaine. Puis là, vous avez Jane Goodall qui est arrivé en Afrique qui a fait ah non, il y a des chimpanzés qui utilisent des outils. Puis là, vous avez d'autres équipes de recherche qui sont allées en Nouvelle-Calédonie qui ont fait ah, il y a des corbeaux qui utilisent des outils. Et depuis, on a également des poissons qui utilisent des outils. Donc ça, c'est la vidéo complète d'un des morceaux qu'on a vu au départ. Donc ces poissons-là sont des poissons qui mangent des coquillages. Le problème, c'est que les coquillages sont très durs. Alors, ils ont des dents qui sont extrêmement solides, ils peuvent péter le corail avec.
Parce que je l'ai mis en long cette vidéo simplement parce que ça permet aussi de voir. Alors déjà parce que quand il y a du son, il y a quelqu'un qui parle, mais aussi parce que ça permet de voir un poisson dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que lui, il habite dans le récif et tous les matins, il sort du récif. Tout à l'heure, je parlais des poissons qui vont faire leurs courses, on n'en est pas loin. Il sort du récif, il va chercher à manger. Vous allez voir qu'il a vraiment plein de techniques pour le faire. Vous voyez, on est sur un animal qui a des objectifs. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il le fait volontairement. C'est pas un automate, comme on l'a longtemps cru. Et donc là, c'est encore plus bizarre, c'est-à-dire qu'il prend le coquillage et il part. C'est-à-dire qu'il a aussi un lieu en tête. Il a quelque part où il va aller. Et effectivement, il a un lieu en tête. C'est vrai que ce lieu peut être assez loin, hein. Il peut être à plusieurs dizaines de mètres. Et voilà où il va. Il va dans ce petit morceau-là qui, vous voyez, est un peu abîmé, ici. En fait, c'est son enclume. C'est l'endroit où le poisson va venir casser ses coquillages. Alors forcément, vous avez difficilement d'utilisation d'outils aussi similaires que ce qu'on retrouve chez les animaux terrestres, parce que c'est beaucoup plus dur d'utiliser des outils dans l'eau. L'eau résiste énormément, il n'y a pas de main, vous voyez bien qu'avec sa bouche, c'est pas très commode à péter. Donc là, ça au ralenti, hein, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est la première utilisation d'outils qu'on a observée chez des poissons. On a plusieurs espèces qui le font et qui utilisent en fait des morceaux de corail pour, comme enclume pour péter. D'ailleurs, s'il y a des moments où vous allez voir la caméra légèrement de dessus, bon, bah après, voilà, avec sa bouche, pas pratique. Mais vous verrez qu'il y a plein de coquilles par terre. C'est-à-dire que c'est vraiment le spot où il va tout le temps. Oui, bah, j'aimerais bien vous y voir. Vous voyez, il y a plein de coquilles par terre. Voilà, ça, ce qu'on a vu juste avant, c'était vitesse réelle, donc ça va vraiment très vite. Et donc, si ça, c'est déjà assez impressionnant, j'ai bien pire. Cette étude, personne n'en parle jamais, vous la verrez nulle part. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, peut-être parce qu'elle n'est pas très glamour. À la base, c'est une étude qui ne visait pas du tout à découvrir ce qu'elle a découvert. À l'origine, c'est une étude pour l'aquaculture qui a été faite par une chercheuse, Sandy Millot, qui travaille, je crois, à l'INRA, et dont l'objectif, c'était juste de tester ce qu'on appelle les self-feeders pour les morues. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'animaux, la plupart des animaux, préfèrent travailler pour obtenir à manger que de l'obtenir gratuitement. Donc on essaie de leur développer des systèmes, et donc là, le système est assez simple, c'est-à-dire que vous avez un dispositif là, on ne le voit pas très bien, mais il y a une ficelle avec un petit bâton. C'est le bâton qu'on voit là. Et ce bâton, en fait, le poisson doit le tirer avec la bouche, ça active la lumière là s'allumera, on le verra après, c'est une vidéo, et la nourriture tombe ici. Ok. Ça, les morues le font sans aucune difficulté. C'est assez facile pour elles de le faire. Pour identifier les poissons, pour savoir qui est morue 1, morue 2, Jacqueline, Robert, etc., ils leur ont mis des petites perles colorées sur le dos. C'est ce qu'on voit ici. Or, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, tous les poissons tiraient très bien avec la bouche, pas de souci. Et puis, le deuxième jour, il y a 3 poissons. Nous, on va se limiter à un poisson, on va parler d'un seul poisson, mais il y en a eu 3 qui se sont bloqués la perle dans le bâtonnet. Donc, ce qu'on voit ici, en gros. Donc forcément, là, on le verra en vidéo, le poisson est en totale panique. C'est-à-dire que là, le poisson, il est en train de tirer, il est coincé, mais pendant ce temps-là, ça a activé le dispositif, la nourriture est tombée là-bas, donc les autres poissons, eux, sont en train de manger. Or, quand vous tirez avec la bouche, ça cause un problème. Quand vous tirez avec la bouche et que la nourriture, elle est donnée là-bas, et bien en fait, il faut vraiment être rapide pour arriver le premier, parce que vous êtes de l'autre côté de l'aquarium. Et bien ces poissons qui se sont coincés, on les a vus petit à petit commencer à essayer de choper le truc volontairement. Jusqu'au moment où ces poissons, en fait, n'utilisaient plus la bouche et n'utilisaient que la perle. En gros, notamment le poisson dont on va parler, fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'il avançait, il chopait la perle, il chopait le bâton avec la perle qu'il y avait dans le dos, il tournait en activant le dispositif et en se détachant en même temps pour être directement à la tombée de la nourriture. Ce que vous voyez là-haut, la croix, c'est le centre du dispositif.
Ça, c'est là où la nourriture arrive. Ça, c'est le poisson 1, et les différentes couleurs, c'est les différents essais à un moment, c'est-à-dire essai 1, essai 2, essai 3, essai 4. Ça, c'est les 7 premiers essais au moment où le poisson a commencé à essayer de faire ça. Donc vous voyez, c'est assez approximatif, il essaie différents trucs, vous voyez, là, celui-là, il y a plein de tours dans tous les sens. Voilà les 7 derniers. C'est-à-dire que le poisson a développé une technique qui marche, et les 3 poissons avec 3 techniques différentes, et qu'il utilise à tous les coups. Pour vous donner une idée, le premier jour, il a utilisé... Ah oui, non. En tout, il a utilisé 51 fois, donc c'était sur 11 jours, je crois. Ouais, c'était sur 11 jours. À la fin, il a utilisé 51 fois la bouche, 422 fois la perle. Et voilà en vidéo, c'est ce même poisson qu'on est en train de voir. Donc là, c'est je tire à la bouche. Donc c'est lui, tire à la bouche, la lumière s'allume, la nourriture est donnée là. Là, c'est quand il se coince. Vous voyez, le poisson est paralysé, les autres vont manger. Il arrive à se défaire, il y va. Et maintenant, vous allez voir le dernier coup. Donc juste, ce que vous venez de voir, c'est un poisson qui utilise une prothèse dans son dos qu'il ne peut pas voir pour utiliser un outil, donc le système à tirer, pour améliorer sa réussite par rapport aux autres sur ce truc-là. C'est pareil, à l'exception de l'humain, on n'a pas de cas comme ça sur les animaux terrestres. C'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment Dr Octopus comme truc. Alors, maintenant, du coup, on est en train de parler des poissons qui sont en train d'un peu péter les trucs auxquels on ne s'attendait pas. On va attaquer le bestiau. Le bestiau, c'est le poisson le plus anticlimatique possible. C'est pas du tout un énorme requin, c'est une petite merde de 10 cm. Qui vit à peu près 3 ans, qui habite dans les récifs coralliens, et dont le job, c'est de manger les peaux mortes et les parasites des autres. Pas le truc le plus glamour du monde. Le fait est que ce poisson n'aime pas trop ça non plus. Lui, il préfère manger le mucus des autres poissons, qui est leur couche protectrice. Mais ça leur fait mal aux autres poissons, donc, en général, ils ne vont pas se laisser faire. Alors, ces poissons fonctionnent en harem. Vous allez avoir un mâle avec plusieurs femelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où le mâle, il faut qu'il fasse la police pour que les femelles ne mangent pas trop, elles grossissent pas trop. Et donc, ils vont ouvrir des stations de nettoyage où des poissons clients vont venir pour se faire retirer les parasites et les peaux mortes. Alors, le système est d'une complexité, on pourrait y passer 2 heures juste là-dessus. Par exemple, quand ils ouvrent une station mais qu'ils n'ont pas encore de clients, ils vont aller faire des massages aux poissons pour les attirer dans leur station. Des expériences ont été faites et ont montré que ces massages faisaient baisser le niveau de stress des autres poissons, ce qui explique pourquoi ils le font surtout sur des prédateurs, etc. etc. C'est très complexe. Les mâles surveillent les femelles. Du coup, les femelles, quand elles veulent mordre un client, c'est-à-dire lui mordre le mucus, elles essaient de le faire quand elles sont hors du champ de vision du mâle. Ce qui fait penser à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Et là, c'est très problématique, parce que ça fait partie des fonctions cognitives les plus élevées, on s'y attend pas trop chez un poisson. Bref, il y a beaucoup de trucs. Mais surtout, on s'est rendu compte que les labres ne se comportent pas de la même manière avec tous leurs clients. Vous allez avoir différents types de clients. Vous avez les prédateurs. Un prédateur arrive, vous avez envie de tricher, de le mordre. Vous ne le faites pas. C'est un prédateur. Vous mordez le prédateur, il vous défonce. Donc, les labres font un super nettoyage aux prédateurs, ils cleanent bien. Okay. Maintenant, les animaux qui ne sont pas des prédateurs. Eh bien, si jamais vous êtes un poisson qui a un grand territoire, il est fort probable que vous ayez plusieurs stations de nettoyage. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait un mauvais boulot d'un côté, vous allez faire jouer la concurrence et partir. Ou si vous êtes en train d'attendre et de le regarder nettoyer et qu'il est en train de tricher, de mordre quelqu'un, pareil, vous allez vous barrer et vous allez faire vos affaires. Le labre le sait. Du coup, il ne triche pas avec ces clients-là. Et si ces clients sont en train d'attendre et qu'il est en train de nettoyer un client non prioritaire, il va abandonner le client non prioritaire et passer sur celui-là. Donc la loi du marché joue à plan chez les labres. Si vous êtes un poisson herbivore avec un tout petit territoire avec que le labre, votre vie est nulle. Vous aurez vraiment le travail le plus dégueu. Les labres ont environ 2 à 3 000 interactions par jour, avec plus de 200 poissons, toutes espèces confondues, et on sait qu'ils se souviennent de tous leurs clients et au moins de la dernière interaction. Je n'ai pas tout expliqué, mais leurs relations sont extrêmement complexes, ce qui explique en partie pourquoi on va avoir les résultats qu'on a. Donc là, vous voyez un labre qui est en train de nettoyer un client. Et donc assez rapidement, vous allez voir qu'il y en a un autre poisson qui va se mettre à la file d'attente. Et le labre, donc lui c'est probablement un loser, et le labre va complètement l'abandonner pour aller chercher l'autre.
Vous allez voir, c'est vraiment une file d'attente. Hein. Vous allez le voir arriver derrière et se mettre à la file. Hop, voilà. Vous avez le deuxième qui va d'arriver à la file. Le labre s'en aperçoit, il est parti sur lui. Et ce qui est marrant, c'est que les poissons aiment tellement ça, notamment les massages des labres, qu'il est fréquent que les poissons partent, fassent demi-tour et se remettent à la file. Ce qui fait que les labres, en fait, mémorisent leurs clients aussi pour ça. C'est-à-dire qu'ils savent que si ça fait pas assez longtemps qu'il est parti, il n'y a aucune chance qu'il ait à nouveau des parasites ou des peaux mortes, donc il ne le prend pas. Donc ça, c'est un poisson qui va se faire mordre et qui ne peut pas faire grand-chose. Donc vous allez voir, en fait, il attaque le labre. Et dans ce cas-là, le labre s'en souvient, il essaiera de faire un peu des efforts la prochaine fois et d'être un gros con. Oui. Alors, on ne sait pas exactement, mais il y a probablement différents moyens. C'est des poissons de récif, excellente vision. Et les poissons communiquent énormément l'odorat, donc il est très probable que tous les messages chimiques servent aussi à ça. Donc maintenant, des tests comparatifs. Alors, donc ça c'est Redouane Chari, c'est vraiment le mec qui a travaillé sur ces questions à mort. Et là pour le coup, pour les comparaisons en primato, il a travaillé avec Lucie Selpicek, qui est là. Cette première étude, c'est une étude comparative entre des labres, des chimpanzés, des orang-outans, des singes capucins et la fille de Redouane Chari, qui était petite. Je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était toute petite. Le truc est assez simple. Il y a une assiette rouge, une assiette bleue. L'assiette rouge est l'assiette fixe, l'assiette bleue l'assiette temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous commencez à manger la récompense que j'ai mis dans l'assiette rouge, je retire tout de suite la bleue et vous n'avez que la rouge. Si vous commencez à manger dans la bleue, j'attends que vous ayez fini, je la retire, la rouge est toujours là, vous pouvez y aller. Donc il faut comprendre que si vous voulez obtenir la totalité de la récompense, il faut commencer par l'assiette bleue, puis après l'assiette rouge. Les résultats sont là. C'est le nombre d'essais que ça a pris au labre nettoyeur adulte, au juvénile, au singe capucin, orang-outan, chimpanzé. Les labs, ça leur a pris, alors lui, très rapide, mais une 50aine d'essais pour comprendre quelle était la règle, parce que comme on ne peut pas leur expliquer la règle, il faut des essais-erreurs jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Les juvéniles, pas fous. Les capucins, nuls. Les orang-outans, nuls. Les chimpanzés, ça dépend qui, et globalement, nuls. Ce qui est très surprenant en fait, parce que les chimpanzés, on s'attendait à ce qu'ils soient assez bons sur cette tâche. Mais en réalité, qu'est-ce que voulait montrer Redouane Chari? Ah oui, sa fille, elle était nulle aussi. Qu'est-ce qu'on voulait montrer là-dessus? C'est qu'en fait, cette tâche, elle est très pertinente par rapport au mode de vie du labre. Parce que le labre, il a des clients qui risquent de partir. Donc il faut qu'il sache qui reste, qui part, et prendre en priorité ceux qui partent. Et c'est pour ça que les adultes sont aussi bons, parce que les adultes ont été capturés en sauvage. Ce qui veut dire que cette expérience-là, ils l'ont déjà eu avec leurs clients. Là où les juvéniles ne l'ont jamais eu, parce que c'est des petits. Et donc, eux ont été beaucoup plus mauvais sur cette tâche-là. Ce qui veut dire que si vous testez des choses chez des animaux, il faut aussi leur poser des questions qui sont pertinentes dans leur monde. Et pour les labres, cette question-là est beaucoup plus pertinente qu'elle l'est pour des chimpanzés. Là où c'est très stupéfiant, c'est qu'ils ont fait une inversion de la tâche. C'est ce qu'on veut faire pour voir si un animal est flexible dans son apprentissage. Parce que ça pourrait être un truc assez... alors, on voit que c'est pas inné, sinon les juvéniles l'auraient aussi. C'est quelque chose qui est appris. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé, c'est-à-dire que subitement, sans première personne, l'assiette fixe devient l'assiette bleue, l'assiette temporaire devient l'assiette rouge. Et bien, à nouveau, c'est les labres qui ont compris le plus vite que la tâche avait été inversée par rapport à tous les autres. Là où on a aussi des trucs qui sont complètement dingues, et celle-là, si vous voulez l'essayer à la maison, bien du plaisir, parce que moi je pense que j'en suis pas capable, ça s'appuie justement sur la capacité des labres à se souvenir depuis combien de temps qui est venu. Les labres, en fait, ont une perception temporelle complètement démente. C'est un peu le même système, vous avez une assiette, donc les assiettes, c'est ces trucs-là, avec des scotch de couleur. Au milieu, il y a l'assiette rouge. L'assiette rouge, elle est disponible toutes les 5... Non, elle est disponible tout le temps. Elle est disponible tout le temps et elle a dedans un petit peu de crabe. Les labres aiment bien le crabe. Bon, cool. Celle-ci, elle a de la crevette. Les labres préfèrent les crevettes. Donc au départ, vous montrez aux labres la rouge et la verte, ils vont sur la verte. La verte, la verte, la verte. Sauf que les scientifiques ont décidé que la verte, elle est disponible que toutes les 2 minutes 30. Donc là, ils commencent à présenter les deux assiettes une première fois. Le labre va sur la verte. Si la deuxième fois, au bout de 2 minutes 30, on présente les assiettes et qu'ils retournent sur la verte, vu qu'elle n'est pas disponible avant 5 minutes, les deux assiettes sont retirées. Donc il faut que le labre comprenne, ok, la première fois je vais sur la verte, au bout de 2 minutes 30, ce sera la rouge, et 2 minutes 30 plus tard, ce sera à nouveau la verte. Les labres sont capables de faire ça.
Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils comprennent le timing. Ils pourraient juste faire 1 sur 2. Ils pourraient faire une règle plus simple. C'est pour ça que les scientifiques ont rajouté l'assiette bleue et l'assiette jaune, qui sont respectivement disponibles toutes les 10 minutes et toutes les 15 minutes. Et à partir de là, ils ont commencé à croiser. Verte, bleu, rouge, jaune, machin. Les labs se trompent pas. Honnêtement, je ne pense pas être capable de le faire. Donc là, on a commencé à se dire, ok, on a un problème avec les labres. Et en 2019, le problème a considérablement explosé avec le premier test du miroir chez ce poisson. Alors, qu'est-ce que le test du miroir? Le test du miroir, c'est un test qui a longtemps été présenté comme un test pour évaluer si un animal a conscience de lui, c'est-à-dire est-ce qu'il se reconnaît dans un miroir. C'est un test qui est contestable pour plein de raisons, mais ça reste quand même un test qui est intéressant et qui nous dit à minima certaines choses sur les fonctions cognitives élevées d'un animal. Comment ça marche? Normalement, au départ, si vous présentez à un individu naïf un miroir, humain, peu importe l'espèce, il ne saura pas que c'est lui dans le miroir. Si vous prenez, alors j'allais dire avec des tribus hyper reculées humaines, mais c'est pas le cas parce qu'en vrai on se voit dans l'eau, dans les reflets d'eau, des trucs comme ça. Mais imaginons qu'on prenne quelqu'un hors de tout, que vous présentez un miroir, au départ, on voit quelqu'un d'autre. On voit un compagnon social parce qu'on ne sait pas que c'est notre image. Ok. Ensuite, si vous commencez à passer outre cette phase, vous allez commencer à vous rendre compte que l'autre en face, il est bizarre. Il fait un peu les mêmes trucs que vous. Du coup, on observe des animaux qui font des gestes un peu différents de ce qu'ils font d'habitude. C'est genre, hein, ça fait pareil. Ok, si cette phase est passée, l'animal a compris que c'était lui dans le miroir. À partir de là, il va commencer à regarder des parties de son corps que normalement il ne peut pas voir. Par exemple, chez les chimpanzés qui sont extrêmement proches de l'humain, ils regardent leurs fesses. Et ensuite, si cette phase est passée, on endort l'animal, on lui dessine une tâche à un endroit qu'il ne peut normalement pas voir, et au moment où il se réveille, on regarde, est-ce qu'il essaie de l'enlever sur lui? Est-ce qu'il essaie de l'enlever sur le miroir s'il est vraiment con? Ou est-ce qu'il ne fait rien, quoi? Alors, c'est pas parce qu'un animal ne fera rien que ça ne veut pas dire qu'il se reconnaît. Par exemple, chez les dauphins, la marque, elle a été faite là. C'est pas pratique pour l'enlever. Mais on a considéré qu'à partir du moment où les dauphins regardent, c'est bon, c'est validé. Ce qui est ironique, c'est qu'on a eu un test sur les raimentas qui a donné les mêmes résultats que les dauphins, inspiré des dauphins, et là on a dit « Oh non, ça marche pas, il faut enlever la marque ». Donc là, vous avez déjà un 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que les animaux qu'on considère intelligents, on leur accepte beaucoup plus facilement certaines choses. Là, sur les labres, pour vous dire, ils s'attendaient tellement à se faire rentrer dans le lard que l'étude, au lieu de s'appeler « Ce poisson passe le test du miroir », la version 2019, elle est où? C'est celle-là. C'est si un poisson peut passer le test de la marque, quelles sont les implications pour le test? En gros. Donc là, on est allé au bout parce que l'avantage, c'est que contrairement aux dauphins, les labres, ils ont un comportement où ils peuvent se gratter pour essayer d'enlever les parasites quand ils les voient. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les labres et on les a mis face à des miroirs. Et assez rapidement, les labres ont passé les différentes phases. Et puis, on a commencé à leur injecter sous la peau un petit élastomère de différentes couleurs, soit transparent, soit de la même couleur qu'eux, donc bleu, comme on voit là, soit marron, comme un parasite. Et ensuite, on leur remet le miroir. Voilà les résultats des différentes situations. Ça, c'est la fréquence de fois où ils se grattent la poitrine. Donc, on peut les voir faire, c'est très rapide. Hop. Donc là, vous le voyez, il se met devant le miroir qui est là, il regarde, il va descendre au sol, il va mettre un... Voilà, là, il revérifie, hop, il gratte un coup, et ensuite il remonte pour aller regarder dans le miroir. Alors forcément, leurs yeux ne sont pas placés comme nous, donc quand il est de côté, en fait, il est en train de regarder. Ça, c'est le nombre de fois où il se gratte quand on ne lui a pas mis de marque. 0. Ça, c'est le nombre de grattages quand on lui a mis une marque transparente. 0. Et ça, c'est intéressant parce qu'une des critiques qui revient souvent de ce test et qui a continué de revenir longtemps, c'est « Oui, mais en fait, ça le gratte, la marque, vu qu'elle est injectée sous la peau. » Bah, vos gueules, en fait. Ça, c'est le nombre de fois où il se gratte, où il a une marque de parasite marron, mais il n'y a pas de miroir. Le lab ne se gratte pas. Ça, c'est le nombre de grattages de coups quand il y a le miroir et la marque de parasite. Donc, on a des indications qui sont quand même assez claires. Et comme ils s'attendaient à se faire emmerder avec ça, dès 2022, il y avait une autre étude qui sortait avec des contrôles pour dire non, mais en fait, vos arguments contre, vous pouvez vous les mettre là où on pense. Mais les détracteurs de ces tests ont continué à faire oui, mais non, mais en fait, mais oui, mais non. Ok. Donc, ah oui, mais ça va les gratter et tout. Ok. On a eu la première fois qu'un contrôle de cette manière a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont dit ok, vous nous faites chier, on va enlever la marque, il n'y aura plus de marque. Les poissons, on va utiliser des photos.
Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné les poissons à passer les phases, et ensuite, au lieu de leur mettre une marque, ils leur ont montré une photo d'eux avec une marque. Et les poissons ne se grattent que quand ils voient une photo d'eux avec une marque. C'est la première fois qu'on faisait un test comme ça, et là ils se sont dit, ok, attends, comment ils se reconnaissent sur la photo? Comment ils font ça? Donc en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont fait un montage sous Photoshop. Ils ont pris le poisson qui nous intéresse, un autre poisson inconnu, que lui ne connaît pas, et ensuite on a découpé les têtes et les corps sous Photoshop. Et donc on lui a montré des photos. SS en fait c'est same head, même tête, same body, même corps. Et U c'est unfamiliar. Donc là c'est lui, sa tête, son corps. Sa tête sur le corps de l'autre, la tête de l'autre sur le corps de l'autre, la tête de l'autre sur son corps. Le labre ne considère que c'est lui uniquement quand il y a sa tête. Donc en fait, comme les humains, ils se reconnaissent au visage. Et l'argument de oui, mais ça les gratte, il n'y a rien pour gratter là, hein, donc vous allez fermer vos gueules. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un stade où les labres passent le test du miroir pendant la phase d'entraînement, avant de faire un test, puisque maintenant, en fait, c'est tellement acquis qu'ils le passent qu'on les fait s'entraîner là-dessus pour faire d'autres expériences. C'est le seul animal sur lequel on a ça, hein, même sur les chimpanzés, on ne le fait pas. Et vous avez aussi des expériences, alors, c'est la suivante. Donc là, là c'est celle où il se voit dans la glace, et c'est la photo. Il y a la photo qui est là. Bon, on voit pas grand chose sur ce truc là, on s'en fout. Et récemment est sortie celle-ci, qui est géniale. Elle date de quoi? Fin 2024. Où en fait, là, l'enclos est séparé en deux. Vous avez ici un miroir, et vous avez là une photo d'un poisson que le labre ne connaît pas. Or, le poisson peut être de la même taille que lui, 10% plus petit ou 10% plus gros. Et le labre, il ne va pas aller se taper avec un poisson qui est plus gros que lui. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des poissons de la même taille, plus gros, beaucoup moins gros, etc. Et on regarde ce que fait le labre. Et en fait, ce que fait le labre, c'est la chose suivante. La photo est là, le miroir est là-bas. On le voit aller là-bas, et en fait, il ne peut pas voir le miroir et la photo en même temps à cause de la séparation. Donc là, il se regarde, et ensuite, il repart de l'autre côté. Vous allez repartir de l'autre côté, c'est long. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il compare, voilà, là, il regarde dans le miroir. Et en fait, il compare sa taille avec la taille de l'autre. Et il revient régulièrement pour voir s'il est suffisamment gros pour rentrer en conflit avec l'autre ou pas. Donc ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, à l'exception de l'humain, l'animal qui passe le mieux le test du miroir, c'est le labre nettoyeur. Mieux que les chimpanzés, mieux que les éléphants. Comment on explique ça? Mais c'est assez dingue. Alors moi j'ai rien testé, mais à l'heure actuelle, les labres sont le seul poisson à ma connaissance sur lequel il y a des tests du miroir. Il y en a eu un sur les Raimanta par Ciliari en 2016, mais c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Ils ne sont pas allés jusqu'au test de la marque, ça a été hyper critiqué. Je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais ils n'ont pas continué. Et juste, il s'est reconnu en photo sans s'être vu dans un miroir avant? Si. En fait, ils font passer toute la phase du miroir. C'est pour ça que je disais, effectivement, c'est peut-être pas clair. C'est pour ça que je disais, en fait, aujourd'hui, ils passent le test du miroir à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est même plus le test. Ils s'entraînent avec le test du miroir et ensuite on teste d'autres choses. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'autres espèces sur lesquelles on fait ça. Hein. C'est exceptionnel. Et on va terminer sur la question des émotions chez les poissons. En fait, les émotions, c'est quelque chose qui est très très dur à évaluer parce que il y a plusieurs composantes. C'est-à-dire qu'il y a des composantes qu'on peut observer et d'autres qu'on ne sait pas observer. Par exemple, si vous gagnez au loto, je peux observer votre comportement de joie parce que vous allez sauter en l'air. Je peux mesurer votre rythme cardiaque. Je peux mesurer les hormones que vous allez libérer, la dopamine, etc. etc. Mais je ne peux pas savoir si subjectivement vous vivez quelque chose si vous ne me le dites pas. J'ai besoin que vous me disiez, je ressens ça. Littéralement, c'est la même chose avec la douleur. Si jamais vous avez un accident, le moment où le SAMU va arriver, la première question qu'on vous pose, c'est entre 0 et 10, vous avez mal à combien? Parce que le mec du SAMU ou la meuf du SAMU ne peut pas le savoir. Sur les poissons, on a le même problème. Comment on rentre dans leur tête? Et donc ça, c'est la question de la sentience qui est, alors il y a deux sens, c'est soit tout type d'expérience subjective, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être un poisson, qu'est-ce que ça veut dire, l'expérience de pensée la plus connue, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être une chauve-souris avec un système d'électrolocation, à quoi ça ressemble, on ne le saura jamais, on ne sera jamais une chauve-souris. Et il y a un sens réduit qui est avoir des expériences subjectives dotées d'une valence négative ou positive, c'est-à-dire être capable d'éprouver des choses positives
ou négatif de manière subjective. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que dès qu'on va parler de bien-être animal, que ce soit en élevage, que ce soit dans toutes les situations, c'est ça qui importe. Parce que si le sujet ne peut pas ressentir d'émotions subjectives, bah, vous pouvez ni lui faire du mal, ni lui faire du bien. Un caillou, il n'y a pas de bien-être des cailloux, parce qu'il ne ressentira pas d'émotions. Donc c'est exactement la même question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut réussir à rentrer dans leur tête et voir si ils ressentent des émotions. Cette étude, elle s'appuie sur une expérience, donc elle est vraiment très intéressante, elle a été faite par Chloé Lobu de l'Université de Dijon. Et en fait, cette expérience, son objectif, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des biais de jugement. En gros, chez l'humain, on sait que quand il nous arrive des situations positives, ça va générer des émotions positives chez nous et ça va influencer la façon dont on réfléchit. Je reprends le cas de vous avez gagné à l'euro-million. Vous avez gagné à l'euro-million, il y a de bonnes probabilités que le reste de votre journée soit beaucoup plus joyeux et que vous vous comportiez légèrement différemment d'une journée normale. Vous allez plus facilement tenir la porte à quelqu'un, vous allez, s'il y a une situation qui est un peu ambiguë, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous allez avoir tendance à voir le verre à moitié plein. C'est exactement comme ça que marche ce test de biais de jugement. Donc à la base, c'est un test qui vient des études chez les rats, qui a été fait en 2004. Je suis en train de faire un livre dessus. Donc... Achetez mes livres. Donc ici, voilà comment ça marche. Le signal positif, c'est un petit tube avec un couvercle noir situé à droite de l'aquarium. Là, vous avez une femelle qui est derrière. Coucou. Et la femelle, elle sait que, là, elle a appris par essai-erreur, etc., que quand c'est à droite et qu'il y a un couvercle noir, il y a une récompense, à chaque fois. Ensuite, on va voir le signal, donc vous avez vu, elle y va vite. Signal négatif, le récipient est complètement de l'autre côté, avec un couvercle blanc. Là, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Vous voyez que la femelle, elle a piché l'idée. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on met dans une situation intermédiaire subitement? C'est-à-dire, on met le récipient au milieu avec un couvercle gris. Combien de temps le poisson va mettre à y aller? Donc, en général, là, ce qu'on observe, c'est qu'ici, donc elle a mis une dizaine ou une vingtaine de secondes quand c'était positif. Là, elle met quasiment un quart d'heure. Donc, c'est vraiment très très long avant d'y aller. Voilà. Et ensuite, donc, on regarde comment elle fonctionne quand on met un signal ambigu. Ça, c'est vraiment la base de ce protocole. Vous connaissez ce protocole, vous savez comment on étudie le bien-être animal. Pas les émotions, c'est le protocole. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est vraiment le prioritaire. Les animaux d'élevage, c'est systématiquement celui-là. Voilà, vous voyez, là, elle a mis à peu près 2 minutes à y aller. Ok. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on lui fait vivre des expériences? Est-ce que ces expériences vont influencer sa façon de faire des jugements? Donc, en fait, au départ, elle est là. Nous, la caméra, elle était posée ici. Mais il y a 2 autres compartiments sur les côtés. Dans ces compartiments, il y a des mâles. Au départ, on la teste sans aucun mâle. Ensuite, on met les 2 mâles et on regarde quel est le mâle qu'elle préfère. C'est simple, elle va le dire en restant du côté de l'aquarium où il y a ce mâle. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on va la mettre en couple avec le mâle qu'elle a choisi, soit on est des salauds et on va la mettre en couple avec celui qu'elle n'aime pas. Si on la met en couple avec le mâle qu'elle a choisi, ça se passe super bien. Ils font des petits, s'en occupent hyper bien, etc. Et quand vous lui refaites après passer ce test-là, sur le signal ambigu, là par exemple elle a mis 2 minutes, ben, elle ne mettra plus qu'1 minute à y aller. Et même si vous le mettez un peu du côté du blanc, là, du mauvais côté, avec un couvercle plutôt blanc, elle tentera quand même un peu le coup. Si au contraire vous la mettez avec le mâle qu'elle n'aime pas, ça va super mal se passer, ils vont avoir du mal à faire des petits, ils vont avoir du mal à gérer leurs relations, et surtout, elle n'ira même quasiment plus sur les signaux ambigus. Donc en fait, elle développe des biais optimistes et pessimistes. On a des travaux légèrement différents qui ont été faits aussi sur des... bon sang, Atlantic Code, j'ai plus le mot français, je l'ai marqué, des dorades royales, où pareil, on a montré que si les émotions c'était purement des réflexes, les animaux devraient toujours réagir de la même manière avec le même stimulus. C'est-à-dire, vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, normalement, si c'est juste le fait de le sortir de l'eau qui fait cette émotion, vous devriez toujours observer exactement les mêmes choses dans son cerveau, dans son corps, dans ses comportements. Or, il s'avère que on a montré sur ces poissons-là que si la situation était prévisible, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'y attendre, ou imprévisible, ben en fait, ils ne réagissent pas de la même manière. Ce qui veut dire que, là c'est un petit peu complexe, mais c'est pas le stimulus qui provoque l'émotion, c'est l'évaluation que le poisson a de la situation qui provoque l'émotion. Ce qui veut dire qu'il y a un traitement mental, ce qui veut probablement dire qu'il y a une conscience de ces émotions-là. Et une forme d'espoir. Ouais, Une forme d'espoir. alors d'espoir, je sais pas, mais en tout cas de préparation, ouais, d'anticipation.
Et donc ensuite, il y a eu un énorme débat pendant pas mal d'années sur la douleur chez les poissons, parce que il y a jusqu'en 2002 à peu près, c'était consensuel que les poissons ne pouvaient pas ressentir subjectivement la douleur, pour des raisons qui honnêtement se défendaient à l'époque. Depuis, on a eu notamment cette chercheuse-là qui mérite un prix Nobel, Lynn Snedden, qui a fait énormément de travaux sur la douleur chez les poissons. Aujourd'hui, on sait que les poissons, alors quand je dis les poissons, on a 33 000 espèces, donc sur les quelques espèces testées, notamment la truite, qui est un des modèles prioritaires. Aujourd'hui, les suppositions, c'est que les probabilités que les poissons ressentent de la douleur sont extrêmement élevées, elles sont à peu près au même niveau que ce qu'on a sur les oiseaux et les mammifères. Donc la question se pose plus vraiment, même si pendant longtemps il y a eu des débats, aujourd'hui ça fait quand même pas mal consensus. Il y a toujours des petits groupuscules, si vous discutez avec des gens de fédération de pêche, ils vous sortiront toujours les mêmes études, toujours du même groupe, les groupes de James Rose, Stevens, etc., qui font chier depuis hyper longtemps, mais ils sont hyper isolés, hein, c'est pas du tout le consensus. Et donc on a même, pour vous dire, en 2017, dans la synthèse de l'INRA, donc on ne peut pas trop considérer, supposer que l'INRA c'est un parti pris très fort, ils mettaient dans leur synthèse, cependant, de nombreux animaux, y compris les poissons, sont capables des mêmes processus d'évaluation que ceux qui déclenchent des émotions conscientes chez les humains. On est en 2017, sachant que la plupart des travaux sur ces questions-là, en plus, sont ultérieurs. Pour terminer, en gros, pendant longtemps, on a considéré que les poissons étaient des vertébrés inférieurs. Ça n'est absolument pas le cas, non seulement... mais en fait, si on s'y arrête une seconde, ça n'a pas de sens, parce qu'ils vivent dans des environnements qui sont aussi riches, aussi diversifiés que ce que nous, on rencontre à l'extérieur. Ils rencontrent des défis, des challenges à résoudre, qui sont aussi complexes que ce que les animaux terrestres ont à résoudre. Et aujourd'hui, en fait, on découvre que d'un point de vue intelligence, d'un point de vue comportement, d'un point de vue social, les poissons, ils n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres en réalité. Ils sont tout aussi complexes. Et pourtant, encore aujourd'hui, dans les réglementations et dans tous ces trucs-là, ils ne sont pas du tout protégés. En aquaculture, aujourd'hui, il n'y a pas de protection sur les poissons. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis de voir les poissons sous un jour différent. Et je vous remercie de votre attention. Alors un grand merci Sébastien pour cet exposé tout à fait brillant. Je vais devoir endosser un rôle désagréable, celui de modérateur du temps. Donc, étant donné qu'il y a eu des soucis techniques, le groupe a débordé, on a amputé un peu le départ et on a eu un deuxième blocage technique. Je vais autoriser 2 questions et après, possibilité de continuer la discussion avec Sébastien. Possibilité d'aller acheter ses livres et de se les faire dédicacer aussi au passage à la librairie Libertalia. Est-ce qu'il y a des questions? 2 petites questions. Moi j'en ai une première du coup. Tu parlais des aquariums. Qu'est-ce que tu penses de l'aquariophilie? Enfin, 2. Tu manges du poisson? Non. Ok. L'aquariophilie? Je connais assez mal l'aquariophilie, mais dans tous les cas de figure, à moins d'une espèce de poisson qui vivrait sur un tout petit environnement, qui n'aurait pas des gros besoins, je pense que dans la plupart du temps, c'est des environnements qui sont profondément appauvris, donc qui sont de toute façon compliqués. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai présenté des trucs, encore une fois, je répète, on parle de 33 à 36 000 espèces. Les connaissances scientifiques sur les poissons sont inexistantes. Imaginez que je vous ai fait, j'ai 7h30 de cours en école veto sur ces questions-là. Je raconte déjà beaucoup de choses, alors qu'il y a 36 000 espèces, je devrais pouvoir tenir un an. Mais c'est pas le cas. Parce que la plupart des espèces, et notamment beaucoup d'espèces d'aquariophilie, on ne connaît rien. Littéralement, pour les grands aquariums, tu sais, les grands aquariums publics, on n'a pas de données sur l'écrasante majorité de ces poissons. C'est-à-dire qu'il y a même plein de ces poissons, on ne sait même pas ce qu'ils mangent en fait, c'est de l'essai-erreur. Donc il y a vraiment très peu de connaissances et il n'y a pas ou peu d'enrichissement. Je faisais une conférence sur les poissons en Belgique il y a 3-4 mois de ça, et il y avait un soigneur animalier de Perideisa qui était là. Perideisa, c'est vraiment un énorme parc belge où récemment ils ont ouvert un aquarium. Et le mec est venu me voir à la fin en disant, tu sais qu'on fait des réunions toutes les semaines pour l'enrichissement des trucs pour tous les animaux, et en fait on s'est même jamais posé la question sur les poissons. Et du coup on va commencer à le faire, mais on l'a jamais fait jusqu'à maintenant, ça ne nous est même pas venu. Donc je pense que c'est problématique du simple fait qu'on n'a pas de data en fait. Tu vois, il y a aujourd'hui des poissons qu'on connaît assez bien, ça se compte sur les doigts d'une main. On connaît les truites assez bien. Et encore, hein, les truites sont des animaux d'aquaculture, il faut réaliser que la plupart des travaux sont hyper anciens, et récemment, c'est que les truites dans les systèmes aquacoles au niveau du bien-être. Mais en fait, en réalité, autour de leur comportement social, des trucs comme ça, aujourd'hui, si on creuse, on se rend compte que c'est des animaux qui n'auraient jamais dû être mis en élevage,
c'est une catastrophe. C'est vraiment des animaux qui ne devraient pas être en situation d'élevage, mais qui y sont. Mais en fait, on a beaucoup de data sur la physiologie, mais sur le comportement, la cognition, etc., sur les truites, l'intelligence des truites, on n'a quasiment pas de données. Presque rien. Les saumons, pareil, presque rien. Et en gros, on connaît les poissons zèbres, on connaît un peu les guppies. Ouais, il y en a, allez, il y a 6-7 espèces, grand max, qu'on connaît assez bien. Et peut-être une dernière question, enfin ça se tient là, j'ai pas Si vous avez d'autres questions, faites-les passer. c'est la même chose. Apparition des poissons sur l'échelle évolutive, moins combien de millions d'années? Aucune idée. Si tu crois, je retiens ce genre de chiffres. Ça apparaît il y a quoi, 300 millions d'années, 400 millions d'années? Non, c'est très c'est la première forme de vie vertébrée. Donc, mais en fait, il faut garder en tête que l'apparition des poissons de cette époque ne veut pas dire que les poissons sont les mêmes poissons que cette époque. C'est-à-dire que la plupart, ça c'est important quand même, la plupart des poissons qui vivent aujourd'hui, c'est des espèces qui sont apparues récemment. Il y a l'explosion des percomorphes, qui est une grosse famille de poissons actuelle. Elle est à peine antérieure à l'apparition du jurombo, quoi. Donc, oui. Ouais, vous avez parlé de un petit peu comment ils communiquaient. Il y en a un qui vibre, il y en a un qui les odeurs. Et c'est quoi en général leur mode de communication 36 000 espèces. Ah oui, c'est ça, ouais. Par exemple, les poissons électriques vont communiquer par l'électricité. En fait, tu as des poissons électriques, la parade amoureuse, elle mixte un mélange de communication électrique, olfaction, son. Ils font les trois en même temps, les trois se couplent, c'est-à-dire il y a un rythme entre les trois. On va dire, chez beaucoup de poissons, les échanges chimiques sont les échanges prioritaires parce que ça passe bien dans l'eau, donc tout ce qui va être odorat, goût, etc. Par exemple, un truc tout simple à prendre en compte, c'est vous prenez des poissons-chats. En fait, vos papilles gustatives, vous les avez dans la bouche parce qu'elles ont besoin d'être humidifiées pour fonctionner. Si vous vous asséchez la bouche, par exemple, avec du sopalin, vous ne sentez plus les goûts. Et quand vous êtes dans l'eau, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, par exemple, les poissons-chats, ils ont des papilles gustatives sur le corps, ils peuvent goûter à distance. Donc, il va y avoir plein de trucs comme ça auxquels on ne pense pas forcément. Tu peux avoir de la communication visuelle, tu auras vraiment de tout, en fait. Mais le chimique est plus important pour nous, en tout cas. Je dis chimique parce que c'est pas la même diffusion que dans l'air. Eh bien, grand merci Sébastien. Alors, je revois tout le monde. Sébastien est passionnant et ses vidéos, tout aussi passionnantes, sont visibles sur sa chaîne YouTube. Il y a des heures et des heures de vidéos. Oui. Un grand merci encore. Et on va enchaîner avec Eric Escoffier qui est là. Voilà.